Voilà. Donc, en lien avec la présentation précédente sur les pneumonies, on va poursuivre avec une présentation sur les préventions des infections respiratoires basses, vaccination en particulier, avec mon collègue Pierre Abguéguen, donc, qui est responsable du Centre fédératif de prévention et dépistage au CHU d'Angers et qui est donc infectiologue dans l'équipe angevine. Merci Pierre. Bonjour à tous. J'ai vu que c'était la journée des antibiotiques référents. Donc, il me semble que le premier travail d'un antibioréférent, c'est de promouvoir et puis de travailler autour des bonnes pratiques. Mais je pense que la seconde, c'est la prévention. Et donc la prévention des infections, parce que le meilleur moyen de ne pas prescrire d'antibiotiques, c'est bien qu'il n'y ait pas d'infection. Je n'ai aucun conflit d'intérêt sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, les infections respiratoires basses, c'est particulièrement fréquent. Bien sûr, il y en a qui sont moins graves que d'autres. Les moins graves, c'est les plus fréquentes, les bronchites, les exacerbations de BPCO. Puis, il y a ensuite les pneumopathies. Quand on parle de pneumopathie, on pense 1 au pneumocoque, 2 au pneumocoque, 3 au pneumocoque, puis après on a le droit de penser à autre chose. En sachant donc que ces infections respiratoires basses, c'est des bactéries ou des virus. Effectivement, les bactéries, c'est les antibiotiques, les virus, on n'en a pas forcément besoin, sauf que parfois ça se complique. Et donc, parler de la prévention, en tout cas, de ces infections respiratoires, de par cette fréquence, ça me paraît tout à fait fondamental. Alors, je ne vais pas développer le sujet, mais quand même, le premier geste de prévention d'une infection respiratoire, c'est d'éviter la transmission par voie respiratoire. On nous a fait croire pendant longtemps qu'il n'y avait pas besoin de masque pour éviter la transmission de la Covid. Non, hein. La voie respiratoire, la barrière de la voie respiratoire, c'est le masque. Donc je ne vais pas redévelopper le sujet, mais ça me paraît quand même tout à fait essentiel. Et puis après, bien évidemment, le deuxième geste de prévention, ce sont les vaccinations. Pourtant, quand même, avant de vous parler de vaccination, je vais vous dire un petit mot sur les traitements, parce que certains traitements peuvent quand même prévenir. Et prévenir quoi ? Prévenir des formes graves et prévenir des hospitalisations. Autant pour le traitement de la grippe, je ne sais pas très bien la place effectivement de cet antiviral, mais clairement pour le Paxlovid, il faut penser à traiter essentiellement les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés, donc effectivement tous ceux avec facteurs de risque de forme grave. Vous voyez que si on traite et on met en place ce traitement, on réduit de 90% les formes graves et l'hospitalisation. Donc ça a vraiment sa place de penser au Paxlovid, donc première intention en tout cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on pense Paxlovid, il faut le donner précocement, dans les 5 premiers jours. Il faut ensuite regarder un certain nombre de situations avec l'insuffisance rénale notamment, où il faut adapter la posologie, qu'il n'y ait pas d'insuffisance hépatique grave, qu'il n'y ait pas de grossesse. Mais s'il n'y a pas tout ça, on peut et on doit le prescrire. Alors, il y a toujours cette fameuse situation d'interaction médicamenteuse. Alors nous, on a encore des appels sur la ligne d'antibiothérapie pour nous poser des questions. Bien sûr, hein, j'ai un petit ordinateur cérébral et je connais les 500 contre-indications. J'en sais pas plus que les autres. Il y a des petits outils informatiques qui permettent d'y répondre. Les contre-indications absolues, elles sont extrêmement réduites. La plupart du temps, on peut utiliser le Paxlovid. Éventuellement, quand il y a un traitement de fond, on peut l'interrompre quelques jours. Bien sûr, il y a des situations où ce n'est pas possible, mais dans la plupart du temps, on peut le faire.
Et si on le fait, eh bien, on réduit fortement les hospitalisations et les formes graves. Donc, après ce petit mot sur la thérapeutique, on va développer un petit peu quelques mots sur la vaccination. Alors, il y a certains sujets... ça fait des années qu'on en parle, il ne se passe pas grand-chose. Donc oui, la grippe, est-ce que ça sert à quelque chose de vacciner contre la grippe? Le vaccin de la grippe, il ne marche pas bien. Je pense qu'en population générale, c'est vraiment discutable de vacciner contre la grippe. Mais il faudrait mieux cibler le discours autour de sous-groupes de patients, les obèses, les femmes enceintes et puis les vieux. Il faut savoir donc, tout le monde le sait, que la grippe, ça conduit à l'hospitalisation, ça conduit à des décès, bien souvent quand même. Les patients qui meurent, ils sont quand même très très fatigués. Il faut savoir que, en fait, toutes les pathologies respiratoires, il y a des complications extra-respiratoires, parce que quand on fait une infection du poumon, eh bien, il y a une baisse de l'oxygénation. Et dans les semaines qui suivent, toutes ces infections respiratoires, ça c'est quand même, je ne sais pas si on ne le dit pas assez souvent, il y a une augmentation très importante du risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et puis d'insuffisance cardiaque chronique. Tout ça c'est lié à l'hypoxie et bien sûr des décompensations de BPCO, des équilibres du diabète, etc., des pertes d'autonomie. Bon, donc, il faut penser à la grippe chez les personnes les plus fragiles. Aujourd'hui, on a des vaccins quadrivalents. Demain, probablement l'année prochaine, ça sera plutôt des vaccins trivalents. On verra un petit peu l'épidémiologie. Bien sûr, une co-administration avec le Covid-19 à chaque fois que c'est possible. Il faut savoir qu'il y a un vaccin avec une dose d'antigène plus élevée, qui est fait par Sanofi. On ne l'a pas eu cette année parce qu'il coûtait trop cher. Est-ce qu'il a un intérêt supplémentaire? Certains disent que oui, avec cette dose d'antigène plus élevée, il protégerait un peu plus, c'est pas sûr. Mais voilà, tous les ans, ce que je veux dire par là, tous les ans, il faut regarder un petit peu ce qu'on a comme outil de vaccin. Ça change d'une année sur l'autre. Ça dépend aussi du prix. Donc, il faut être un petit peu vigilant à ce qui va vous être proposé l'année prochaine maintenant. Bien sûr, pensez à la vaccination Covid. Vous pensez à la vaccination grippe, finalement. Vous pensez, c'est lié à la vaccination Covid. Donc aujourd'hui, on a surtout les vaccins ARN messager. On a, s'il y a un refus de l'ARN messager, un vaccin protéique. Donc là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très fortement recommandé, surtout chez les personnes qui peuvent faire des formes graves. C'est la même chose que la grippe, hein. C'est les plus de 65 ans, c'est les immunodéprimés, c'est les vieux qui sont en collectivité, en EHPAD ou en USLD. Finalement, le schéma est aujourd'hui assez simple. C'est une fois par an. Chez les immunodéprimés, en fait, il y a une deuxième dose à faire au printemps. Vous voyez également qu'après une pathologie Covid, on fait une injection 6 mois après, 3 mois chez les immunodéprimés. Je passe assez vite parce que voilà, c'est un sujet qui est bien connu. C'est un sujet qui est bien connu, mais avec une couverture vaccinale largement insuffisante. Donc, il faut en parler et en reparler. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je viens quand même surtout pour promouvoir la vaccination contre le pneumocoque. Alors, finalement, ça ne fait pas beaucoup de diapos sur mon diaporama, mais c'est quand même pour ça que je viens vous voir. Et on doit tous promouvoir la vaccination en général et vraiment encore plus la vaccination contre le pneumocoque. Je le disais, pensez quand on a une pneumopathie, 1 au pneumocoque, 2 au pneumocoque, 3 au pneumocoque, c'est fréquent. Deuxièmement, c'est grave, on en meurt.
le facteur principal, c'est un risque qui augmente avec l'âge. Et bien évidemment, si en plus il y a des facteurs de risque, on a une fréquence de pneumopathie qui augmente vraiment de manière extrêmement importante. C'est la première cause de décès en maladie infectieuse chez les personnes âgées, les pneumopathies. Donc, et c'est avant tout le pneumocoque. Alors, là encore, l'infection respiratoire, les complications respiratoires, mais aussi des complications d'AVC, mais aussi des complications d'infarctus du myocarde. Et notamment chez les plus vieux, vous voyez que c'est responsable d'un déclin de l'autonomie. Et donc, c'est vraiment important de penser à la vaccination de pneumocoque aussi en EHPAD. Alors, on doit y penser, mais vous voyez en bas, là, finalement, aujourd'hui, c'est nul, 4,5%, alors qu'on a des vaccins qui sont tout à fait efficaces. Alors, effectivement, on avait un problème. Alors, on a plusieurs problèmes. Alors, premier problème, vous êtes référent en établissement, mais la plupart du temps, on ne peut pas faire de vaccination en établissement. Je ne sais pas si vous le savez, ou en tout cas, c'est l'établissement qui paye. Donc, c'est bien de promouvoir la vaccination, mais en fait, personne ne veut payer le vaccin. Donc, nous, au CHU d'Angers, là, pour l'instant, on ne fait pas de vaccin parce qu'on les paye. On est en train d'essayer de travailler avec la CEPAM pour faire une convention établissement pour qu'à chaque fois qu'on vaccine, on soit remboursé par la CEPAM. Je pense qu'il y a vraiment une piste de travail sur la région pour mettre ça en place. Donc, on ne peut pas promouvoir la vaccination si on ne la fait pas en établissement vis-à-vis des médecins traitants. Les médecins traitants, ils disent « bah oui, ils nous demandent de vacciner, mais eux, ils ne vaccinent pas ». Alors, on a des vaccins qui marchent bien, mais deuxièmement, on a une traçabilité qui est encore absolument nulle. Alors, on a beaucoup d'angoisse. On se dit, oh là là, mon Dieu, il a peut-être été vacciné déjà. Oh, alors, je ne vais pas le revacciner. Donc, ça, c'est un message essentiel dans la vaccination. On peut revacciner quelqu'un, on ne va pas le faire mourir parce qu'on a revacciné en trop. Par contre, on risque de le faire mourir s'il n'a pas été vacciné contre la pneumonie à pneumocoque. Et puis, troisièmement, on a simplifié le schéma vaccinal parce qu'effectivement, avant, c'était quand même un peu compliqué de vacciner contre le pneumocoque puisqu'il fallait faire 2 vaccins différents avec un intervalle suffisant. Et donc, plus c'est compliqué et moins on fait de vaccins. Donc là, on a le Prevnar 20 qui est arrivé. Et il suffit de faire une dose pour protéger son patient. Alors, juste si la personne a eu juste un Prevnar 13 ou juste un Pneumo 23 ou Pneumovax, c'est la même chose, aujourd'hui c'est Pneumovax, eh bien, on peut faire le Prevnar 20 un an après, donc s'il a eu un schéma incomplet. Et puis, s'il a eu son schéma complet, on fait un Prevnar 20 une dose, et puis basta, c'est tout, on n'en parle plus, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, on va attendre les études d'immunogénicité à long terme, mais aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation de rappel après un Prevnar 20. Donc la simplification du schéma doit nous encourager à vacciner. Et vacciner, alors je rappelle, la vaccination pneumocoque, il y a des recommandations. Les cardiologues se sont saisis du sujet. Il y a des recommandations cardiologiques maintenant pour vacciner. Il y a des recommandations chez les diabétiques également.
c'est les diabétologues qui recommandent. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à promouvoir cette vaccination. Alors on a vu que le risque augmentait avec l'âge. Petit problème de la vaccination anti-pneumococcique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandations liées à l'âge, mais des recommandations liées à des situations d'immunodépression ou des situations de comorbidité. Là, il faudra que vous soyez vigilants parce que probablement, dans l'année ou dans les 2 années qui viennent, il devrait y avoir sans doute des modifications de recommandations avec une recommandation essentiellement liée à l'âge à partir de 65 ans, sans doute. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais demain, cet après-midi, vous allez pouvoir vacciner vos patients contre le VRS. Alors le VRS, moi ça fait très longtemps qu'en hospitalisation, en hiver, on voyait des personnes âgées venir avec des bronchites asthmatiformes qui restaient des semaines et des semaines parce que hypoxiques avec un besoin en oxygène. Puis je disais, c'est la bronchiolite du vieux. Oh bah putain, j'étais trop fort. Ben oui, c'est la bronchiolite du vieux, c'était bien un VRS. On n'avait pas les outils suffisants pour en poser le diagnostic il y a encore quelques années. Mais oui, la bronchiolite, on la connaît très bien chez le nourrisson. Eh bien, il y a la même chose chez la personne âgée. Et extraordinaire, eh bien, on a déjà qui arrivent sur le marché des vaccins qui sont efficaces et qu'on va pouvoir proposer. Il faut savoir que c'est largement sous-estimé, le VRS. Vous voyez que ça conduit à un nombre d'hospitalisations tout à fait considérable. Et finalement, quand on le compare dans une étude à la grippe, eh ben, ils restent souvent plus longtemps, ils vont plus souvent en réa que la grippe, avec un taux de mortalité qui est à peu près équivalent. Donc, ils arrivent sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a encore... ils arrivent sur le marché, mais ils ne sont pas forcément encore une accessibilité pour tous. On n'a pas toujours le prix encore parce qu'il y a des négociations de prix. C'est compliqué, le vaccin. Il y a une AMM, et puis après, il y a des recommandations, et puis après, il y a le remboursement. Ah bah oui, si on propose des vaccins qui ne sont pas remboursés, on peut faire toutes les recommandations de la Terre, eh ben, on n'arrivera pas à vacciner nos patients. Ça serait bien qu'on associe tous ces éléments autour de la vaccination et que ça ne s'étende pas sur plusieurs années. En tout cas, ils arrivent, ces vaccins, 2 vaccins protéiques et puis un vaccin ARN messager que vous allez pouvoir probablement proposer à vos patients pour cet hiver, qui ont une efficacité tout à fait reconnue. Alors là, en tout petit, là, moi je l'appelle abricot parce que j'ai du mal encore à le retenir, Abrisvo, Arexvi, ça va être vachement facile à retenir. Il faut savoir qu'en parallèle, l'Abrixvo, il a l'AMM pour les femmes enceintes. Et parce que ces femmes enceintes, elles vont fabriquer des anticorps, ça va protéger le petit bébé et ça va éviter un anticorps monoclonal qui coûte une fortune. Donc ça y est, c'est là, ça marche, il y a des anticorps et on va pouvoir protéger nos patients. Je ne rentre pas plus dans les détails. Probablement que l'année prochaine, il faudra en reparler pour bien clarifier les recommandations. Si je vous dis tout ça, donc moi, ça fait longtemps que je pense qu'un antibioréférent, il doit être vaccino-référent aussi. Peut-être qu'un jour, on vous le proposera vraiment. Mais il faut, à l'évidence, promouvoir la vaccination. Ça y est, ça arrive, mais demain, on va avoir nos seringues là.
on va en avoir il y a un nombre de vaccins qui se développent, c'est absolument incroyable. Il y a des vaccins contre le streptocoque qui sont en cours de développement, tout un tas de vaccins. Donc ça va être compliqué, hein. Après, il va falloir faire des choix. Peut-être quand même que l'intérêt, ça sera de grouper les vaccins et de pouvoir protéger contre plusieurs maladies dans une et seule injection. Mes messages, c'est qu'effectivement, chez toutes les personnes âgées et présentant des comorbidités, il y a à décliner grippe, Covid, pneumocoque. C'est finalement assez simple d'y penser. Et puis, et demain, le VRS. Et que le meilleur moyen de ne pas prescrire des antibiotiques, c'est d'éviter l'infection. Je vous remercie.